Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dossier effrayant du cannibale de Milwaukee, l'un des pires serial killers de l'histoire des États-Unis, un monstre qui a violé, assassiné et mangé 17 garçons entre la fin des années 70 et le début des années 90. Le 22 juillet 1991, Tracy Edwards, un jeune noir, fait la connaissance d'un photographe dans un bar du Milwaukee, au Wisconsin. Le photographe d'une trentaine d'années, calme et agréable, l'invite gracieusement à son appartement pour boire de la bière et regarder le film « L'Exorciste ». Au premier abord, Tracy trouve l'homme assez sympathique et décide de le suivre. Il est d'accord lorsqu'il lui impose de poser nu contre de l'argent. Il arrive dans l'appartement en question qui se trouve dans un immeuble d'un quartier populaire à la 25e rue Nord. Mais en entrant dans l'appartement, Tracy sent une odeur nauséabonde qui flotte dans l'air. Les deux hommes se mettent sur le canapé et regardent le film. Le photographe pose sa tête sur la poitrine de Tracy et scande doucement avec le film qu'il connaissait apparemment par cœur. Tracy est mal à l'aise mais n'ose rien dire. L'hôte se lève pour servir à boire et commence de but en blanc à faire des avances suggestives à Tracy. À un moment d'inattention, il place négligemment des menottes sur le poignet droit de Tracy en insistant sur le fait que cela faisait partie de la mise en scène des photos qu'il allait prendre. Tracy lutte un peu. Il n'apprécie pas beaucoup qu'il soit menotté contre son gré. Mais l'homme n'y fait pas attention. Il continue de flirter sans vergogne. Il s'approche encore et repose la tête sur la poitrine de Tracy, écoute son battement de cœur et comme si c'était la chose la plus romantique qui soit, il lui dit suavement « Je vais manger ton cœur ». En une fraction de seconde, l'homme change de personnalité. Il se tourne vers Tracy, attrape un énorme couteau de boucher et commence à le brandir. Tracy, sentant qu'il était en présence d'un fou furieux, essaye de ne pas le contrarier. Il reste calme et tient la conversation pour tenter de l'apaiser. Il déboutonne sa chemise en lui suggérant ce qu'il est prêt à lui faire si celui-ci retire les menottes et range son couteau. Pour toute réponse, le photographe se met à chanter et basculer d'avant en arrière en regardant le film d'horreur. Il est excité par les scènes qui représentent un prêtre possédé par le diable. Tracy lui répète alors pour le calmer qu'il est son ami et qu'il ne fuira pas. Tracy soupçonne que l'homme lui a mis une drogue dans son verre car il sent que sa tête tourne. Il pose le verre et essaie de se lever. Il se précipite comme il peut vers la porte restée ouverte. Le photographe court après lui et essaye de le ramener à l'intérieur. Ils commencent à se battre sur le pas de la porte. Tracy arrive à asséner un coup assez violent sur la tête du photographe et un autre dans le ventre. Déséquilibré, l'homme se retrouve par terre, donnant à Tracy le temps de recourir vers la porte et de s'échapper dans le couloir. Il court aussi vite que possible pour sortir de l'immeuble. Il est 23h30 quand Tracy rencontre les deux officiers de police au coin de la 25e rue Nord. Haletant, il leur demande de lui enlever les menottes qu'il a encore au poignet droit tout en leur parlant de ce qu'il vient de subir chez le photographe malade. Les deux policiers, Robert Rauff et Rolf Müller, qui faisaient leur ronde à ce moment-là, n'ont pas pu lui enlever les menottes, car leurs clés ne correspondaient pas. Alors ils lui proposent de se rendre avec eux chez l'homme qui l'a agressé. Lorsqu'ils arrivent au 213, l'homme les attendait. Il invite calmement le trio à entrer. Très poli, il explique aux policiers qu'il s'agit d'une dispute entre amants. Il reconnaît devant les agents avoir mis les menottes à Tracy sans toutefois expliquer pourquoi il l'a fait. Tracy, décontenancé, se met en colère. « Il m'a menacé de mort, il cache le couteau dans la chambre. » L'homme ne réplique pas et va chercher la clé des menottes dans sa chambre à coucher où le suit un des deux officiers. Lorsque l'agent Müller entre dans la chambre, l'homme tente de l'empêcher d'avancer dans la pièce. Aussitôt, le policier remarque qu'il y a un grand couteau caché sous le lit. Il ouvre alors les tiroirs et se met à les inspecter minutieusement. Il y trouve plusieurs clichés de nus et de corps démembrés. Il ressort et montre à son collègue sa découverte. Le photographe, toujours calme, dit « Je viens de perdre mon boulot, vous savez. Je voudrais bien boire une putain de bière. » L'un des policiers ouvre alors le réfrigérateur et se met à hurler. Il y a là une tête humaine coupée sur l'étagère du bas. L'homme démasqué tente de s'enfuir, mais les deux policiers le plaquent au sol et lui mettent les menottes.
Essoufflés, ils comprennent qu'ils viennent de découvrir quelque chose de monstrueux. Ce n'est vraiment pas une banale affaire de dispute entre deux amants homosexuels. Dépassés par l'ampleur des découvertes, ils demandent des renforts. Une deuxième voiture de police arrive très vite, ainsi que les inspecteurs du bureau des enquêtes criminelles. Les enquêteurs continuent à fouiller l'appartement et font d'horribles découvertes de plus en plus macabres, de plus en plus monstrueuses. Le meurtrier, dans son délire, était précautionneux. La porte qui mène à la chambre à coucher et à la salle de bain est équipée d'un verrou. Une boîte de bicarbonate de soude est entreposée dans le réfrigérateur pour absorber l'odeur de décomposition de la chair. Dans le frigo, il y a 3 autres têtes côte à côte dans des sacs plastiques fermés. Au fond du placard, il y a une marmite métallique qui contient des mains et des pénis décomposés. Sur l'étagère, il y a 2 crânes. Dans le placard, il y a aussi des récipients d'alcool, de chloroforme et de formaldéhyde, ainsi que des bocaux contenant des organes génitaux préservés dans du formaldéhyde. 3 autres crânes sont trouvés dans une commode. Une penderie contient un squelette complet, des scalps humains desséchés et des organes génitaux. Dans une boîte, il y a 2 autres crânes. Dans une cuve pleine de 260 litres d'acide, la police trouve 3 torses humains dans différents états de décomposition. Un total de 74 photos sera prélevé sur les lieux. Certains des polaroïdes ont été pris par le meurtrier alors qu'il démembrait ses victimes. L'un d'entre eux représente la tête d'un homme dans un évier. Un autre montre une victime incisée au cou à l'aine, comme un cerf étripé après la chasse, avec une coupure si nette qu'on peut voir l'os pelvien. Certaines de ces photos montrent ces victimes avant qu'ils ne les tuent dans diverses poses érotiques ou lors de séances de bondage. La police trouve également des cartes de crédit, des permis de conduire et des cartes d'identité ayant appartenu aux victimes. Il n'y a aucune nourriture dans le réfrigérateur, rien que des condiments. Des gouttes de sang sont recueillies sur un plateau du frigo ainsi que 2 cœurs humains et un morceau de muscle du bras enveloppé par unité dans des sacs en plastique placés sur les étagères. Dans le congélateur, les enquêteurs découvrent un torse entier, un sac d'organes et de chair humaine collés à la glace. L'horreur est absolue. Les policiers et les enquêteurs sont paniqués par l'ampleur des éléments trouvés dans l'appartement. Une trouvaille qui s'est faite au hasard, simplement parce qu'un chanceux rescapé n'a pas été assez bien drogué et a réussi à s'enfuir. La rumeur de la découverte sadique s'est propagée comme un feu de forêt, et sitôt les journalistes et les badauds se sont rassemblés près de la porte de l'immeuble. Tracy, héros malgré lui, obtient sa minute de gloire. Désormais, il est celui qui s'est échappé et qui a permis l'arrestation du monstre. Les médias s'emballent, on ne parle plus que du cannibale de Milwaukee. L'homme, chez qui on a trouvé tous ces cadavres, s'appelle Jeffrey Dahmer, et il est immédiatement arrêté. Il va avouer tous ses crimes en détail. Le 23 juillet 1991, le détective Patrick Kennedy l'interroge sur les éléments découverts dans son appartement. Les interrogatoires vont durer plus de 2 semaines. Jeffrey Dahmer ne résiste pas, il veut tout avouer, tout révéler comme pris par les remords. Il admet avoir tué 16 jeunes hommes au Wisconsin depuis l'année 1987 et un homme dans l'Ohio en 1978. Il explique comment il injectait le cerveau de ses victimes avec de l'acide ou de l'eau bouillante dans le but de les transformer en zombies. Presque tous les meurtres commis dans son appartement d'Oxford comportent un rituel consistant à poser les corps des victimes dans des positions subjectives avant le démembrement. Il avoue être nécrophile. Il préfère les rapports sexuels avec des cadavres plutôt qu'avec des êtres vivants. Tout ce qui l'intéresse et lui procure satisfaction commence après la mort de sa victime. Ses fantasmes se focalisent sur le contrôle complet de l'autre. Il s'essaye aussi au cannibalisme en mangeant le biceps et le cœur de certains. Toutes ces victimes étaient des jeunes hommes sans abri, marginaux et homosexuels qu'il drague dans les bars gays de Milwaukee. Bien que 12 d'entre eux étaient des Afro-Américains, Jeff Dahmer nie être raciste. Il déclare qu'il ne hait pas ses victimes. Au contraire, il affirme avoir une préférence pour les hommes d'origine afro-américaine. Il les tue parce qu'il les aime et veut les garder auprès de lui. Un malade avec sa propre logique. Le procès commence le 30 janvier 1992. L'affaire fait beaucoup de bruit aux États-Unis et le procès est transmis en direct à la télévision. Jeffrey Dahmer est jugé au tribunal de Milwaukee devant le juge de Lawrence Graham et plaide coupable pour les 15 chefs d'accusation. Il renonce de ce fait à son droit à un procès en vue d'établir sa culpabilité. Le propos du procès se porte donc sur ses facultés mentales. Était-il atteint d'un trouble mental ou d'un trouble de la personnalité durant les meurtres ?
L'avocat de Dahmer essaie de plaider la démence, évidemment dans le but de réduire sa peine, ce qui aurait probablement permis à son client d'être libéré après avoir passé quelques années dans un hôpital psychiatrique. Des experts sont appelés à la barre. Certains affirment que Jeffrey Dahmer est fou en raison de sa pulsion nécrophile. D'autres pensent que Dahmer n'est pas un malade mental et le décrivent comme un individu calculateur et rusé, parfaitement capable de faire la différence entre le bien et le mal et contrôler ses actions. Le 14 février, les avocats de la défense font leur plaidoyer durant 2 heures. Pour eux, Dahmer est un malade qui n'a pas choisi sa maladie et donc qui ne pouvait pas se contrôler. C'était un individu désespérément isolé et profondément malade. Le procureur, lui, décrit le tueur en série et d'homme sain, maîtrisant parfaitement ses actes, qui s'efforçait plutôt de passer sous les radars, un homme frustré, plein de haine et de ressentiment, qui cherchait simplement à se soustraire à la responsabilité de ses crimes. Le verdict est donné le 15 février. Le jury délibère pendant 5 heures et décide que Jeffrey Dahmer ne méritait pas de passer le reste de sa vie dans un asile de fous, mais plutôt en prison. Il est reconnu coupable de 15 meurtres et condamné 15 fois à la prison à vie, soit un total de 957 années de prison. En prison, au Columbia Correctional Institute de Portage, dans le Wisconsin, on le place avec les autres prisonniers, ce qui va compromettre sa sécurité. Le matin du 28 novembre 1994, Dahmer lave le sol des douches avec 2 autres prisonniers. On le retrouve face contre terre, dans une mare de sang, le crâne fracassé. Il vient d'être assassiné par un autre prisonnier. Une fin à l'image de la vie de ce terrible monstre sanguinaire. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.